bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. On est très contente de recommencer avec vous les mercredis des sciences. Aujourd'hui, on est en compagnie de Béatrice Duberne, Stéphane Frey et Samuel Rébulard. On va parler des enjeux de l'alimentation à l'adolescence. Stéphane Frey, je te laisse peut-être te présenter et puis présenter également notre intervenante. Oui, c'est bon, on est parti. 17h. Allons-y alors. Je suis également très content de vous retrouver. Donc Stéphane Frey, moi je suis responsable du secteur sciences chez Belin Éducation et je travaille plus particulièrement depuis un certain temps sur les manuels de SVT avec Samuel Robulard, qui est un de mes directeurs d'ouvrage et un de mes auteurs favoris. Donc la saison dernière, il y a eu 6 ou 7 épisodes des Mercredis des Sciences qui ont rencontré un certain succès. Vous avez été nombreux à nous dire que ça vous apportait. Et du coup, cette année, ça recommence avec au moins 3 épisodes. Donc celui-ci est le premier. Épisode suivant, le 13 avril, avec le démographe Gilles Pison sur la thématique Sommes-nous trop nombreux sur Terre. Et après, le 21 avril, donc ce sera un mercredi des sciences qui sera un jeudi, avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Marc-André Sellos et qui nous parlera des sols. Samuel, je te laisse la parole pour présenter le professeur Duberne. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Nous avons effectivement aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Béatrice Duberne, qui est pédiatre à l'hôpital Trousseau et qui est spécialiste en nutrition pédiatrique et qui va nous parler plus spécifiquement des besoins nutritionnels et alimentaires des adolescents. Je vous laisse la parole, professeur Duberne. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis très contente d'être ici, de parler à des professeurs de SVT ou enfin, d'un auditoire un peu différent des médecins sur une question qui est quand même très intéressante, qui est l'alimentation des adolescents. Donc, je vais partager mon écran, si vous le voulez bien, tout de suite. Voilà. Alors, bien sûr, je ne vois pas mon écran, mais ça va arriver. Voilà. Hop. Ça va arriver, mais je suis à la fin de mon diaporama, donc je vais me remettre au début, excusez-moi. Voilà. Hop, vous avez très bien. Voilà, donc comme disait Monsieur Rebulard, donc moi je suis pédiatre nutritionniste à l'hôpital Trousseau et le thème de l'alimentation à l'adolescence nous semblait important parce qu'il y a des enjeux probablement majeurs pour ces jeunes en pleine croissance. Alors pourquoi nous posons cette question? Eh bien, principalement parce que, comme vous devez le savoir, peut-être autour de vous, avec vos enfants ou vos élèves, il y a de plus en plus de jeunes qui se posent des questions sur leur type d'alimentation et en adoptant des diètes souvent sans quelque chose, donc sans viande, sans gluten, voire des alimentations végétaliennes et souvent avec l'idée que certains aliments sont nocifs, soit pour la santé, soit pour l'environnement. Et on peut se poser la question de savoir si ces modes alimentaires de plus en plus adoptés par les jeunes peuvent avoir des conséquences. Alors, ces modes alimentaires, ce n'est pas du tout une légende, puisque on voit ici sur ces chiffres que, notamment dans le monde, le nombre de végétaliens a augmenté de 350%. Alors, on voit que c'est bien sûr dans certains pays plus que d'autres, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, où il y a de plus en plus de personnes qui sont végétaliennes. Et on voit que en Europe, c'est identique et en France aussi, il y a de plus en plus de végétaliens et aussi le véganisme qui apparaît. Donc, c'est une vraie réalité. Et toute la question, tout l'enjeu est de savoir est-ce que ces modes alimentaires peuvent avoir des conséquences pour les adolescents. Alors pourquoi c'est important de se poser la question chez les adolescents? Parce que, comme vous le savez, c'est une période très spécifique de la vie et notamment sur le plan nutritionnel. C'est-à-dire que pour les pédiatres, il y a 2 périodes clés dans l'évolution du corps chez l'enfant. Il y a les 3 premières années de vie et l'adolescence. Vous le voyez ici sur cette courbe de croissance staturopondérale pour ici les filles, il y a effectivement vers l'âge de 12-13 ans une accélération
de la croissance, de la vitesse de croissance pondérale et de la vitesse de croissance naturelle qui correspond au pic de croissance pubertaire. Et donc, les besoins nutritionnels sont beaucoup plus importants que ce qu'ils sont entre 8 et 9 ans notamment. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus précisément, effectivement, du fait des modifications corporelles à l'adolescence, il va y avoir des besoins énergétiques qui vont augmenter jusqu'à 2900 calories chez le garçon, voire 3000 chez des garçons très sportifs, car ils ont une augmentation très nette de la masse maigre, mais c'est pareil aussi chez la fille. L'adolescence est la période où le calcium, où il y a la synthèse bien sûr de la masse osseuse, mais il y a aussi la fixation du calcium sur les os avec la minéralisation osseuse qui va continuer jusqu'à 20 ans. Après 20 ans, c'est terminé. Il n'y a plus de fixation, d'accrétion du calcium sur l'os. Donc, cette période clé de l'adolescence, c'est là où aussi la minéralisation osseuse va être constituée, avec donc des besoins en calcium augmentés. Et dernier élément important, les besoins en fer augmentent du fait de l'expansion du volume sanguin, mais aussi de pertes sanguines, entre guillemets, régulières, notamment chez la fille, avec l'apparition des premières règles. Donc, vous voyez que du fait de cette modification corporelle chez l'adolescent, on va avoir des besoins qui vont augmenter, des besoins en énergie, des besoins en calcium, des besoins en fer. Et donc, d'adopter des régimes alimentaires végétaliens, végétariens, pose la question de couvrir ces besoins spécifiques. Alors, un des éléments, des nutriments qui est vraiment capital et que les gens oublient un petit peu de prendre en compte, c'est le fer. Alors, cette image, elle est un petit peu provocatrice, mais si on regarde les besoins des adolescents, en théorie, pour couvrir leurs besoins en fer, et notamment pour les adolescentes, elles sont censées consommer un produit carné 2 fois par jour. Ce sont les recommandations de la Société française de pédiatrie. Alors, pourquoi s'intéresser au fer? Vous allez voir que ce fer est un élément très, très important pour le développement. Et la carence en fer, appelée aussi carence martiale, est une des maladies nutritionnelles les plus fréquentes de la planète. Alors, on va parler soit de carence martiale, de déplétion martiale, c'est le premier stade, soit d'anémie par carence martiale, donc de diminution de l'hémoglobine. Et vous voyez qu'en Europe, dans les études, pratiquement entre environ 30%, 30 à 40% des adolescents ont une déplétion en fer et 7 à 10% ont même une anémie par carence martiale. Et ces chiffres augmentent. Alors, on n'a pas les chiffres chez les adolescents, mais chez les petits-enfants, ça augmente aussi dans les pays en voie de développement. Alors, quelles sont les conséquences d'une carence en fer? Eh bien, la première, ça va être l'anémie, puisque le fer fait partie de la structure de l'hémoglobine. Donc, on va avoir une diminution de la synthèse des globules rouges. Mais on sait que le fer joue un rôle très important dans d'autres fonctions du corps, et notamment les fonctions immunitaires. Et donc, une carence martiale peut entraîner une susceptibilité accrue aux infections. Et là, plus récemment, il a été montré que des carences en fer dans la petite enfance pourraient avoir des conséquences sur le développement neurocognitif des enfants et en particulier des adolescents, et en particulier pour être impacté dans les troubles du comportement. Et c'est ça que je vais vous montrer, parce que finalement c'est quelque chose qu'on a longtemps ignoré, mais qui est une réalité. C'est la raison pour laquelle on est vraiment vigilant maintenant sur la consommation de fer chez les adolescents. Là, il y a plusieurs études qui ont essayé de montrer cette association entre carence martiale dans la petite enfance et problèmes psychosociaux. Et celle-là, sur, vous voyez, 1000 patients, c'était le risque d'avoir alors, soit des problèmes sociaux, soit des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, soit des problèmes de conduite, d'agressivité. Et vous voyez que la fréquence à l'adolescence était plus élevée dans les groupes de ceux qui avaient eu une carence martiale dans la petite enfance, et encore plus lorsqu'il y avait une anémie chronique dans la petite enfance. Donc, possiblement un impact à long terme d'une carence martiale sur le comportement des adolescents. Et pour aller encore plus loin dans la compréhension, il y a plusieurs études, et notamment celle-là, qui ont regardé en fait la concentration en fer dans certaines régions cérébrales. Et dans ce travail, ils ont regardé que plus la concentration en fer était élevée, et plus les performances intellectuelles étaient élevées, avec une corrélation, vous voyez, entre le contenu en fer et les performances,
le rouge étant les contenus les plus élevés, et donc ça correspondait à ceux qui avaient des performances plus élevées, alors qu'en bleu, c'était l'inverse. Donc on voit bien l'intérêt en fait du fer, bien sûr dans les fonctions biologiques importantes, mais aussi dans le développement cérébral, et il y a énormément de fer au niveau du cerveau pour le fonctionnement des neurones. Alors, pourquoi, donc vous comprenez pourquoi c'est important que les adolescents mangent du fer. Et ensuite, la deuxième idée qui circule beaucoup est de je ne mange pas de viande et je mange des végétaux qui sont riches en fer. Alors là aussi, c'est une fausse idée et c'est quelque chose d'important aussi à connaître, c'est que la biodisponibilité du fer varie selon le type d'aliment. La biodisponibilité du fer est 7 fois plus importante lorsque c'est du fer venant des produits carnés par rapport au fer venant des végétaux. C'est ce que vous voyez ici sur les coefficients d'absorption. Le fer héminique qui vient de la viande ou du poisson va être absorbé à 20 à 30%, alors que le fer non héminique, notamment des végétaux, ne va être absorbé qu'à 2 à 5%. Ce qui rend en fait cette fausse idée de, lorsqu'on regarde la teneur en fer des aliments, de se dire finalement des lentilles c'est équivalent à la viande rouge. Eh bien non, parce que si le contenu en fer est identique, eh bien l'absorption au niveau de l'intestin va être diminuée lorsqu'il s'agit de végétaux, et donc il y a un risque de diminution de la consommation de fer, enfin de l'absorption du fer. Alors juste à titre d'exemple, là c'est un tableau avec plein de chiffres, mais pour vous montrer que les aliments les plus riches en fer avec 23 mg pour 100 g, bon, c'est le boudin noir, et donc capacité d'absorption quasiment de 5 à 7 mg. Le bœuf, on est à un peu moins, mais 3 mg pour 100 g. Et vous voyez, vu que la coefficient d'absorption est de 20 à 30%, on est aux alentours de 0,7. Si vous regardez les légumes, où finalement, ici, vous avez une teneur en fer qui est pas si mal, qui est identique à l'agneau, à peu près 100 mg pour 100 g, mais vous voyez que le coefficient d'absorption est beaucoup plus bas, ce qui fait que finalement, le fer absorbé, pour la même quantité, sera beaucoup moins important. Et c'est là une des idées sur lesquelles on essaye de vraiment donner des messages, qui est que les végétaux, en termes d'absorption du fer, ne sont pas équivalents aux produits carnés, et donc il faut manger un minimum de viande pour pouvoir bien absorber ce fer. D'autant plus que chez l'adolescent, les besoins en fer absorbé augmentent. Ici, vous les avez au cours de l'enfance, et vous voyez qu'à partir de 7 ans, et surtout en fait chez les filles à 12-17 ans du fait de l'arrivée des premières règles, que les besoins recommandés en fer absorbé augmentent nettement jusqu'à 2,4, d'où l'importance, encore une fois, de consommer ces produits carnés. Alors, quelques exemples encore, parce que c'est toujours plus parlant quand on parle à des patients. Vous voyez que 2 mg de fer absorbé, ce qui est à peu près les besoins pour les adolescents, bon, ben c'est 34 g de boudin noir, 160 g de foie de veau, qui revient un petit peu à la mode, mais parfois certains jeunes ont du mal à en consommer, 260 g de bœuf, une grosse entrecôte, mais on peut se dire qu'en 2 repas, c'est possible, ou 360 g de produits carnés. Pour avoir le même apport de 2 mg de fer absorbé, vous voyez qu'on est à 2 kg de pistaches, 2,6 kg d'épinards, donc il faut des consommations beaucoup plus importantes de végétaux riches en fer. Alors bien sûr, ces carences, ça concerne probablement les adolescentes qui sont ce qu'on appelle dans la courbe à droite, donc, parce que les besoins dont on vous parle, des besoins de fer absorbé, vous savez que c'est les apports nutritionnels conseillés, et cette répartition au sein de la population se répartit selon une courbe de Gauss. Et donc probablement que les besoins moyens chez les adolescents, ils ont aux alentours de 1 mg, donc finalement avec un seul produit carné par jour, on couvre les besoins, mais ceux qui sont ici à droite de la courbe de Gauss, qui vont avoir des besoins plus importants, là il faut être particulièrement vigilant, et on sait qu'en clinique, certaines jeunes filles peuvent avoir des anémies par carence martiale de façon très prolongée, parce qu'il y a à la fois des règles abondantes et une consommation de produits carnés insuffisante. Donc, c'est pour être sûr de bien couvrir cette population-là qu'il faut essayer d'aller vers une consommation la plus importante possible de fer. Alors, que faire en cas d'apport insuffisant si jamais la personne ne souhaite pas manger plus? Alors, à ce moment-là,
On peut utiliser le lait de croissance. Alors, pour ceux qui ont des petits-enfants, ils vont dire le lait de croissance, c'est pour les petits. Effectivement, normalement, on dit que c'est jusqu'à 3 ans. Mais en fait, le lait de croissance, c'est du lait infantile enrichi en fer. Donc, si l'enfant, le jeune, aime boire du lait, alors à ce moment-là, plutôt, on va aller sur du lait de croissance plutôt que du lait demi-écrémé pour les apports en fer. Le foie est important, bien sûr, les produits carnés, si on peut optimiser. Et puis, sinon, on donne du fer Péros pour essayer de limiter au maximum l'anémie. Donc, cette première partie, j'insiste beaucoup sur le fer parce que c'est vraiment, voilà, on n'y pense pas vraiment et c'est vraiment très, très important, vous avez vu par rapport aux impacts, de faire en sorte que les jeunes essayent de maintenir quand même une consommation de produits carniers minimum pour couvrir leurs besoins en fer. L'autre carence qu'on connaît un peu mieux et qui aussi fait partie de l'évolution des adolescents qui ne veulent plus boire de lait, ce sont les carences en calcium. Et en fait, les adolescents souvent oublient cet aliment parce que associé à être un bébé, en fait, on boit du lait et donc les adolescents ont plutôt envie d'aller sur d'autres choix alimentaires. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, l'adolescence, c'est le moment où la fixation du calcium sur le squelette est la plus importante. Et donc, c'est le moment presque où il faut boire le plus de lait de toute sa vie. Alors, là, c'est ce que vous voyez en termes de contenu minéral osseux. On voit que de la naissance, vous voyez, c'est à peu près 22 à 30 grammes de calcium au niveau de l'os. Et puis là, c'est les stades pubertaires. Vous voyez qu'on est chez la fille à 400 grammes, 500 grammes. Et au cours de la puberté, ça va augmenter. 500 grammes de calcium, 700 grammes. Et en fait, à l'âge adulte, vous voyez, entre la fin de la puberté et l'âge adulte, ce contenu minéral osseux va presque doubler. Et donc, on voit l'importance de maintenir des apports calciques en fin d'adolescence et même jeune adulte. Parce qu'après, c'est terminé. Il n'y a plus de formation du contenu minéral osseux. Et il a été montré que lorsque le pic de masse osseuse n'est atteint de façon insuffisante à 20 ans, eh bien, il y a un risque de fracture qui apparaît plus tard au cours de la vie avec une augmentation des risques d'ostéoporose. C'est ce que vous voyez ici. En cas d'insuffisance de consommation de calcium et donc un pourcentage de masse osseuse insuffisant à 20 ans, eh bien, il y a de toute façon une diminution du contenu minéral osseux au cours du temps de façon complètement incontrôlée. C'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup, là, on va être sur un risque de fracture augmenté si le pic a été insuffisant à l'âge de 20 ans. Et cette insuffisance de consommation de produits laitiers, c'est vraiment montré que l'insuffisance de consommation de produits laitiers est vraiment impact sur la densité minérale osseuse toute la vie. Il y a plusieurs études qui l'ont montré avec des échéances plus ou moins longues. Donc, c'est aussi un élément important et il est important de promouvoir en fait la consommation de produits laitiers et d'apport de calcium chez les adolescents. Alors, pourquoi en plus? Eh bien, parce que les besoins augmentent. Alors, sur cette étude, il avait été montré en fait s'il y avait une adéquation entre les apports conseillés en calcium et finalement les consommations. Alors, on voit que jusqu'à 4-10 ans, finalement, les enfants consomment suffisamment de calcium parce que les parents sont derrière eux, ils ont encore le lait le matin, les yaourts, etc. On voit qu'au moment de l'adolescence, eh bien, il y a une insuffisance de consommation par rapport aux besoins parce que souvent, comme je vous disais, les jeunes vont un peu éviter de boire du lait, ne plus vouloir boire du lait, limiter les produits laitiers, alors que c'est le moment où on en a le plus besoin. Et à l'âge adulte, vous voyez, ça, on est un peu meilleur. Alors, quelques équivalences encore, parce que le lait de vache, c'est l'aliment qui permet la meilleure absorption de calcium. Donc, c'est 150 ml de lait de vache, c'est 180 mg de calcium. Et donc, si on n'aime pas le lait de vache, parce qu'on n'aime pas, on est intolérant au lactose, etc., on peut avoir d'autres apports de produits laitiers, mais vous voyez qu'un verre de lait de 150 ml, ce n'est pas un petit Suisse. C'est-à-dire que ça va être 4 petits Suisses, ou ça va être 20 grammes de gruyère, 35 grammes de camembert ou 150 grammes de fromage blanc. Vous voyez, donc il faut bien connaître, ce n'est pas exactement équivalent. Autre chose qu'on peut utiliser si on n'aime pas les produits laitiers, ce sont en revanche les eaux fortement minéralisées qui vont être riches en calcium. Et là, l'absorption du calcium de l'eau, des eaux minéralisées, est identique à celle du lait de vache. Donc, on peut, si les jeunes n'aiment pas trop les produits laitiers,
conseiller la consommation d'eau riche en calcium et par Courmayeur Contrex. Ce n'est pas le cas de l'évian qui est faiblement minéralisé. Le problème de ces eaux, c'est qu'elles sont fortes en goût et parfois les jeunes ne veulent pas les consommer. Alors ils vont nous dire, mais et les végétaux? Alors effectivement, il y a des végétaux qui sont plus riches en calcium que d'autres, et notamment le chou vert, voilà, c'est 1,5. Si on dit que l'étalon, entre guillemets, c'est le lait, on a une biodisponibilité à 1 pour le lait, ben, effectivement, le chou chinois, le chou, va avoir une biodisponibilité inférieure, ou le brocoli. Mais vous voyez que tous les végétaux ne sont pas du tout équivalents en termes de calcium, donc il faut favoriser ces végétaux-là pour avoir une absorption de calcium suffisante et en consommer beaucoup pour avoir suffisamment de calcium. Alors, vous voyez, si on veut couvrir les besoins d'un adolescent qui est de 1150 mg de calcium, ben, ça doit être 1 litre de lait par jour, ou bien, vous voyez, 7 yaourts et demi par jour, du gruyère, 125 grammes, alors pourquoi pas dans les lasagnes, hein, voilà. Et puis, par contre, en termes de végétaux, ça fait beaucoup, hein, 1 kg de choux par jour ou 2 kg de brocoli. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'adolescents qui consomment ça. Donc, si on veut aller jusqu'au bout, donc les adolescents non seulement doivent prendre au moins 1 à 2 produits carnés par jour, mais doivent consommer au moins 3 produits laitiers par jour, que ce soit fromage, lait, yaourt. Et sinon, pour ceux qui ne vont pas boire de lait, on va donner une supplémentation en calcium qui est souvent nécessaire. Vous voyez, notamment dans les enfants qui sont végétaliens, qui ne veulent pas de produits laitiers. Alors, quid des lipides? Alors, les lipides, c'est aussi important. Il y a aussi une idée fausse qui est qu'il faut limiter pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Hein, c'est des messages qu'on entend, mais ces messages, ils s'adressent surtout aux adultes, en fait. En fait, chez les enfants, alors avant 1 an, les lipides, ça représente 50% des apports énergétiques, hein, 45 à 50, donc c'est très important. Et après 1 an, ça doit représenter au moins 35% des apports énergétiques. Bien sûr, la question est de savoir quel gras, mais en tout cas, on ne doit pas limiter les lipides chez les adolescents parce que ces lipides sont indispensables pour le développement neurocognitif et que le cerveau, qui est en pleine croissance, il ne faut pas oublier que ça comporte 60% de graisse, ne serait-ce que les gaines myéliniques au niveau des axones contiennent énormément de lipides et notamment des acides gras polyinsaturés. Alors, juste parce qu'on est un peu provocateur dans notre service, quand on compare la teneur en lipides de 2 menus, soit un menu McDo, soit ce type de menu avec omelette, haricots verts, en fait, c'est sûr que c'est pas du tout, c'est complètement différent en termes de quantitatif, mais en termes de qualitatif, non, c'est l'inverse, pardon, en quantitatif, vous voyez que bien sûr, le menu McDo va apporter 25 grammes de lipides, donc ça va représenter 35% d'énergie. Pour ce menu-là, avec des aliments bio où on contrôle bien tout, ça va être moins important. Bien sûr, en termes qualitatifs de type de lipides, ça va être différent. Mais là, si on parle juste d'apport énergétique, c'est vrai que ce sont ce type d'aliments qui vont apporter plus de lipides. Alors, l'aspect qualitatif est quand même très, très important. Quel type de graisse est vraiment indispensable? Eh bien, en fait, ce sont les acides gras polyinsaturés. Vous savez qui sont les acides gras essentiels de la lignée N-6 ou de la lignée N-3 parce que ces acides gras, en fait, ne sont pas apportés par l'alimentation et donc ne sont pas produits par le corps et donc doivent être apportés par l'alimentation. Et il y a en particulier le DHA dont la synthèse, en fait, est insuffisante chez l'enfant parce que c'est en bout de chaîne. Et donc, du coup, là, très récemment, il a été montré qu'il fallait aussi ajouter, bien sûr, des oméga-6, des oméga-3, mais aussi ajouter du DHA dans l'alimentation des enfants, car la production en fin de chaîne est insuffisante. Alors, comment couvrir ces apports en acides gras essentiels? Donc, on sait qu'il faut à peu près 9 grammes par jour pour une ration de 2000 calories. Vous voyez, ce correspond à un enfant de 10 ans. 9 grammes par jour d'acides gras essentiels de la lignée N-6 et 2 grammes à peu près de la lignée N-3. Et donc, ça va être principalement grâce aux huiles végétales qu'on va pouvoir apporter, couvrir les besoins en oméga-6, en oméga-3. Vous voyez, l'huile de noix pour les oméga-3, l'huile de pépin de raisin, ou bien certaines huiles, des mélanges d'huiles, hein, comme, bon, c'est pas faire de pub, mais Isio 4,
qui peuvent apporter en fait ces acides gras essentiels. L'huile d'olive, hein, qu'on utilise beaucoup, il faut savoir que c'est principalement des oméga 9. Ça ne fait pas partie des acides gras essentiels et donc il faut essayer de varier les huiles et de ne pas toujours utiliser de l'huile d'olive. Et là, vous avez les équivalences pour les cuillères à café, cuillères à soupe. Ensuite, les autres sources de DHA vont être les poissons gras, principalement. Et vous voyez ici, hein, saumon, sardines, le maquereau, où c'est vrai que ces poissons gras qui vont contenir plus de 2%, enfin qui ont plus de 2% de matière grasse, vont être ceux qui vont apporter le plus de lipides et vont permettre de couvrir les besoins en DHA. Donc, ce qui est recommandé pour couvrir les besoins en DHA, c'est de consommer du poisson 1 à 2 fois par semaine, dont 1 gras, pour pouvoir couvrir notamment les besoins en DHA, et c'est le cas du saumon. Alors, pour ceux qui n'aiment pas, on peut manger de la cervelle, mais ce n'est pas très tendance hein, en 2022. Mais bon, les abats reviennent, donc peut-être ça va venir. Mais en tout cas, il faut savoir que la cervelle d'agneau contient quand même beaucoup de DHA. Sinon, si on veut supplémenter les adolescents, eh bien, on peut apporter ce type de complément qui va contenir beaucoup de DHA. C'est l'huile de foie de morue que prenaient peut-être nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères, et avec une cuillère à café qui est égale à 0,3 g. Le problème, c'est que c'est très mauvais et donc il faut arriver à stimuler nos adolescents pour aller manger cette huile de foie de morue. Et donc, pour terminer, j'en ai bientôt terminé, je suis dans les temps, ça va, parce que je suis un petit peu bavarde. Il y a aussi la question des fruits et légumes, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, mais si on mange, du coup, là, vous nous dites, il faut manger de la viande, il faut manger du gras, il faut manger du calcium, et les fruits et légumes. Alors, quelle est l'importance des végétaux, des fruits et légumes? Bien sûr, ça va apporter des fibres, et puis ça va apporter certaines vitamines. Les plus importantes sont la B9 et la vitamine C. Bien sûr, notamment pour la vitamine C, c'est principalement les fruits, c'est uniquement en fait les fruits et légumes qui apportent ce type de vitamines, d'où l'importance de consommer bien sûr des végétaux. Les carences en fibres, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque, à part peut-être d'avoir des troubles du transit, hein, voilà, mais la carence en fibres, on mange toujours ce minimum de fibres. Après, c'est le type de fibres qu'on va utiliser, mais ce n'est pas grave de ne pas manger de fibres, ça ne va pas entraîner de carence. Alors, en revanche, pour la vitamine C et la vitamine B9, il peut y avoir des carences. Donc, je vous rappelle, la vitamine C, hein, c'est l'acide ascorbique qui joue un rôle vraiment important au niveau antioxydant et pour la synthèse, notamment la transformation du fer ferrique en fer ferreux. Hein, donc, ça joue un rôle important dans le métabolisme de l'hémoglobine. Et on peut avoir des carences possibles au bout de 3 mois de non-consommation de vitamine C. C'est-à-dire, vous savez que dans l'histoire, hein, c'était les grands navigateurs où il n'y avait absolument pas de fruits et légumes, que les tableaux de scorbut, qui sont les tableaux cliniques des carences en vitamine C, ont été décrits. Actuellement, c'est très très rare, mais ça nous arrive de rencontrer quelques cas de scorbut chez des enfants, soit qui ont des problèmes digestifs d'absorption, soit qui ont des régimes complètement déviants. Donc quand même, ça reste très très rare, mais on peut parfois le rencontrer chez certains enfants. Pour la vitamine B9, de la même façon, c'est extrêmement exceptionnel chez l'enfant. En pratique, on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine B9. Bien sûr, les légumes, les fruits, mais aussi un certain nombre de graines. Et il y en a aussi dans le fromage, les œufs, le foie. Donc finalement, un enfant qui ne consomme pas de légumes va quand même en avoir via ces aliments. Et donc, les rares finalement situations, ça va être soit in utero, et donc là, c'est plutôt la mère qui va être carencée en B9, et puis lorsqu'il y a une régénération d'anémie sur un enfant qui a séni. Donc finalement, ce n'est pas vraiment un enjeu, les carences en fibres et en végétaux chez les enfants, chez les adolescents, c'est plutôt les autres aliments dont je vous ai parlé. Donc, l'équilibre alimentaire, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que bien sûr, il y a besoin de tous ces aliments, mais chez les adolescents, il faut vraiment du fer, au moins 1 à 2 par jour, idéalement 2, du calcium avec les produits laitiers, les eaux riches en calcium éventuellement, les poissons ou les huiles végétales. Pour les phytonutriments, si on a 1 à 2 fruits et légumes par jour, ça suffit chez l'adolescent. Et puis, il faut surtout beaucoup de plaisir.
Et ça, on insiste beaucoup parce qu'il y a tellement de peur autour de l'alimentation que certains parents sont perdus ou bien certains adolescents sont un peu perdus, savoir qu'est-ce qu'ils doivent manger, pas manger. Et je crois que le plaisir reste important. Et quand on fait la cuisine, c'est vrai que le gras apporte du plaisir. Donc, il ne faut pas avoir peur du gras chez les adolescents. Après, il faut choisir quel type de gras. Et pour terminer, ma dernière diapo, c'était pour vous montrer que dans ces régimes, alors on a déviants ou différents qu'on peut entendre, dont on entend beaucoup parler, il faut savoir que vraiment il y a un risque de carence important chez les enfants et les adolescents. Donc là, par exemple, c'est le régime végétarien où il n'y a pas de consommation de lait et d'œufs. Et vous voyez que non, pardon, il y a une consommation, excusez-moi, de lait et d'œufs. Et vous voyez que, bon, finalement, au niveau du calcium, tout ira bien, mais il y aura sûrement une diminution de la consommation de protéines et de fer. Plus le régime va être restrictif et plus, en fait, les risques de carence vont être importants. Bien sûr, si c'est un régime végétarien sans apport de fer et sans apport de lait, ben, vous allez aussi avec du lait, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux, végétarien sans viande avec du lait, eh bien, les apports en calcium vont être suffisants, mais il n'y aura pas suffisamment de protéines et de fer. Le régime végétalien, où vous n'avez absolument pas de produits d'origine animale, eh bien sûr, c'est le régime où il y aura le plus de risques de carence. Donc, c'est important d'expliquer ça aux adolescents et de leur dire surtout, bien sûr, il y a des risques de carence. Alors, ils vont vous dire, oui, mais il y a plein de gens qui le font, ils ne sont pas carencés. Oui, mais souvent, ce sont des adultes qui n'ont pas les mêmes besoins que les adolescents. Et il faut bien expliquer aux adolescents qui sont dans une phase de leur vie où leurs besoins sont très spécifiques et que pour maintenir leur santé ultérieure, il faut qu'ils aient un bon état nutritionnel au moment de l'adolescence. Et donc, pour terminer, il y a vraiment quelque chose aussi sur lequel on insiste beaucoup, de ne pas faire ce qu'on appelle d'adultomorphisme, c'est-à-dire que ce que l'on dit chez l'adulte, manger 5 fruits et légumes, faire attention au gras, etc. Oui, c'est vrai chez l'adulte pour limiter l'obésité, pour limiter les dyslipidémies, pour limiter le surpoids. Chez l'enfant, en fait, c'est vraiment différent. Et si on limite la consommation de tous ces produits, il y a des risques de carence. Et il n'y a pas de risque lié à des excès de lipides, il y a des excès de glucides chez l'enfant. Les enfants en ont besoin et les adolescents aussi. Et donc, il faut vraiment avoir un discours différent chez les adolescents par rapport aux adultes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Dubern. Je vais peut-être arrêter le partage si vous voulez. Oui, mais peut-être que vous aurez envie de revenir sur des diapositives pendant les questions. On peut laisser peut-être. D'accord, comme vous voulez. Très bien. On va passer aux questions. Moi, je vais... Caroline, tu rappelles le mode Oui. pour poser les questions, même si apparemment les habitués sont. Alors, il y a deux possibilités. Vous avez en bas de votre écran Q et R en cliquant dessus, vous pouvez poser vos questions. Et puis sinon, il y a le chat de discussion aussi en bas de votre écran. Donc, quand vous mettez la souris en bas de l'écran, vous avez cette barre qui apparaît et qui vous permet de nous poser vos questions. Voilà. Samuel, je te relaisse la parole. Oui, merci encore. C'était passionnant. Alors, c'était d'autant plus passionnant que c'est vrai qu'il ça va pas forcément. Ça va un peu à contre-courant ce que vous disiez à la fin de ce qu'on entend souvent pour les adultes et c'est particulièrement important pour les personnes qui nous écoutent et qui sont enseignantes au collège, qui sont vraiment confrontées en direct à ces populations adolescentes et pour lesquelles les réponses à donner sont effectivement, on s'en rend bien compte, différentes de celles qu'on donne aux adultes. Moi, j'avais une question par rapport à votre métier de tous les jours. Quelles sont les causes d'admission d'adolescents dans vos services, notamment chez ceux qui ont des régimes alimentaires inadaptés? C'est généralement quoi? Alors, souvent, ça peut être la fatigue. Souvent, vous voyez, c'est par exemple une anémie, une fatigue, une perte de cheveux sur des adolescents qui ne comprennent pas très bien et puis on se rend compte qu'ils ont des régimes relativement restrictifs.
Donc voilà, donc on crée équilibre. Après, ça peut être les causes dans ces cas-là, c'est alors, soit c'est des jeunes, par exemple, qui ont décidé de suivre des régimes, vous voyez, parce qu'il y a quand même beaucoup d'influenceurs qui ouais. parlent de régimes particuliers. Les jeunes écoutent énormément ces influenceurs. Et ça nous arrive d'avoir des jeunes qui ont des régimes complètement restrictifs, délirants, en fait, parce qu'ils ont essayé, ils voulaient perdre un peu de poids, ou bien on leur a dit qu'il fallait manger. Là, la mode, vous savez, en ce moment, c'est boire du jus de citron le matin. C'est beaucoup sur TikTok, manifestement. Et donc, des jeunes, en fait, qui vont sauter des repas et qui vont se mettre en restriction, vous voyez, et qui vont être fatigués, qui vont faire des malaises. Donc, ça nous arrive. Donc, ça, c'est une restriction volontaire. Après, bien sûr, ça peut être sur des pathologies digestives où les aliments ne sont pas bien absorbés. Et là, on met en évidence des pathologies. Après, ça peut être à l'extrême des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire vers l'anorexie mentale, par exemple, où on peut voir des jeunes qui ont ce type d'alimentation. Dernier élément, c'est des parents qui sont inquiets de voir leur adolescent avoir un régime un petit peu déviant et qui veulent avoir notre avis, savoir est-ce qu'il n'y a pas de carence, est-ce que leur enfant se développe bien, etc. On a rarement chez l'adolescent des pathologies, en fait. Vous voyez, où il vient, c'est assez rare. J'ai vu une fois un jeune qui était végétalien, qui est venu pour vraiment une complication très importante sur une carence en vitamine B12. C'est un problème neurologique, mais ça reste relativement rare. On va plutôt voir ça chez les petits-enfants, vous voyez, les hospitalisations. Alors, Donc, on a toute une série de questions ouais. sur qui ont un lien avec le calcium ou les produits laitiers. Donc, le calcium les apports de calcium se réduisent-ils aux seuls produits laitiers? Dominique, donc, il nous pose cette question, fait remarquer que les Japonais qui ont très peu de cheptel et dont la culture n'est pas fondée sur la consommation de produits laitiers n'ont aucun problème osseux. On a aussi Sylviane qui fait remarquer que pour le calcium, certains ont remarqué, alors certains, je ne sais pas si c'est des études, que les plus gros consommateurs de calcium, les pays nordiques, ont plus de problèmes d'ostéoporose que les Japonais, qui pourtant en consomment moins. Et une dernière question de Catherine, en lien avec les produits laitiers, qui pose la question des toxines produites par la digestion des produits laitiers. Voilà pour le lait et le calcium. Alors, par rapport au lait, bien sûr, comme je le disais dans le topo, il y a d'autres sources de calcium que les produits laitiers. Notamment, vous avez des légumes qui sont riches en calcium et dont l'absorption du calcium est identique à celle d'un produit laitier. Et puis, vous avez aussi les eaux fortement minéralisées qui sont riches en calcium. Donc, on peut ne pas boire de produits laitiers et couvrir ses besoins en calcium, bien sûr. Donc ça, c'est possible. Après, le lait est l'aliment au cours duquel, finalement, le calcium est quand même, enfin, a une teneur en calcium relativement élevée. Et donc, on a une source de calcium très rapide avec du lait. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est l'aliment le plus adapté. Après, par rapport aux Japonais, effectivement, les modes alimentaires sont différents. Après, probablement que les Japonais ont des sources de calcium qui sont différentes par d'autres aliments. D'algues, par exemple. Oui, par exemple, les algues, par exemple, et avec des besoins possiblement en calcium qui sont différents. Donc ça, c'était la deuxième question. On pose aussi des fois, par exemple, le riz. Ce qu'on dit, ça n'a rien à voir. Là, je suis aussi gastro-entérologue. Dans le riz constipe, mais moi je dis toujours les Japonais ne sont pas plus constipés ou les Asiatiques que d'autres populations. Donc en fait, c'est un équilibre, vous voyez, dans l'alimentation qui fait que probablement dans les alimentations en Asie et au Japon, dans l'alimentation ancestrale, eh bien tout était apporté grâce à des aliments qui étaient trouvés sur l'île. Si vous voulez, l'objectif, c'est de dire qu'avec tous nos changements de mode alimentaire, des habitudes, peut-être qu'on s'éloigne du minimum nécessaire pour la bonne santé osseuse, en fait. Et donc, d'arrêter complètement le lait, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Alors, par rapport à l'ostéoporose, par exemple dans les pays nordiques, l'ostéoporose, ce n'est pas que le lait et le calcium. L'ostéoporose, c'est aussi la vitamine D.
la vitamine D qui permet la fixation du calcium sur l'os. Et donc, dans les pays nordiques, pour le coup, l'ensoleillement est moins important. Vous savez qu'on produit de la vitamine D sous l'effet du soleil. Et il y a aussi les sources de vitamine D par l'alimentation. Et donc, plus on est au nord de l'Europe, et moins l'ensoleillement est important. Et donc, ça peut aussi participer à l'ostéoporose. Vous voyez, donc, c'est vrai que voilà, souvent, c'est multifactoriel et ce n'est pas la consommation de calcium qui va expliquer tout. Pareil, il y a beaucoup de choses autour des pathologies rhumatismales, des cancers dans le calcium. Tout ça, enfin, ça n'est pas démontré, en fait. Hein. Ça n'est pas démontré. Il n'y a pas de raison de limiter le calcium. Ok. Je peux juste terminer une chose par rapport au calcium. On a le droit d'accepter de ne pas prendre de produits laitiers, mais si on va vers le choix de boissons végétales, alors à ce moment-là, il faut vraiment choisir des boissons végétales enrichies en calcium. Voilà. Ça, c'est vraiment important, surtout pour les enfants, parce que c'est leur seule source de calcium. Ce qui est paradoxal, c'est que finalement, l'alimentation végétarienne ou végane, qui peut répondre à un souci plus naturel, plus écologique, avec tous les guillemets qui s'imposent, en fait, pour la bonne croissance de l'adolescent et pour sa bonne santé en tant qu'adulte, elle exige des compléments Voilà. alimentaires issus de l'industrie pharmaceutique. Oui, en fait, c'est ça qui est paradoxal, je suis d'accord avec vous. Oui, il y a des questions autour de la façon de communiquer autour de ces régimes alimentaires avec les enfants et avec les familles. Alors, notamment Elisabeth qui demande si les menus des cantines scolaires sont satisfaisants du point de vue des recommandations et quels conseils on peut donner aux familles pour compléter ces menus scolaires. Il y a également, est-ce qu'il existe des pyramides alimentaires pour les adolescents comme il en existe pour les adultes? Et il y a également Sylviane qui se demande, non, c'est pas Sylviane, c'était qui s'inquiétait de se faire agresser par les parents qui sont Si, c'est végétaliens. Sylviane. Ouais. Oui, c'est Sylviane aussi. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais, pour la personne qui a peur de se faire agresser, on est tout à fait d'accord avec vous. Nous aussi, on se fait parfois agresser hein, quand on dit ça. Je crois que ce qu'il faut, en fait, nous en tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'on ne juge pas, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire changer le mode alimentaire à une famille, voilà, parce que c'est leur choix de vie. Bon, moi, je suis pédiatre, donc ce qui m'intéresse le plus, c'est l'enfant. Donc après, le choix alimentaire des parents, peu m'importe mais on essaye d'expliquer pourquoi chez les enfants, les besoins nutritionnels sont spécifiques. Et ça, en moyenne, les parents l'entendent. Il faut juste l'expliquer en disant oui, c'est choix alimentaire, pourquoi pas, mais il y a des périodes de la vie où on a des besoins nutritionnels très particuliers, il faut être vigilant. Maintenant, sur les très réfractaires, on en a, eh bien, il faut juste dire qu'il y a besoin de suppléments en plus, c'est-à-dire d'apporter des choses en plus, des algues, de la vitamine D, du calcium en plus pour couvrir les besoins, tout simplement. Donc ça, faut essayer de rester humble. Après, je pense qu'il ne faut pas juger, c'est-à-dire il y a tel mode alimentaire qui est mieux que l'autre. Non, si c'est un choix d'essayer juste de communiquer sur les risques de carence et d'expliquer aux parents, excusez-moi ça, parce que je me suis déjà fait agresser moi hein, sur des réseaux, tout ça. Il faut juste dire que les besoins des adultes sont différents des besoins des enfants. Voilà, et que ça c'est important. C'est vrai que la communication institutionnelle ouais. n'est pas claire du tout là-dessus. Hein. Les 5 fruits et légumes par jour, et tout ce que vous disiez, en fait, à aucun moment on dit que ça s'adresse aux adultes. Et en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que ça ne s'adresse qu'aux adultes. En fait, c'est oui. ça, voilà. Et que c'est absolument pas pour les enfants et pour les adolescents. Et c'est toutes les. Alors, les recommandations, il y a le Haut Conseil de santé publique hein, qui va plutôt dans le sens de donner des légumineuses, etc. Actuellement. Mais il y a beaucoup de pédiatres qui ne sont pas d'accord avec ça, hein, il faut le savoir. Donc, je suis d'accord avec vous, on en parlait avant le début, c'est le bruit de fond actuel où les familles entendent qu'il faut donner des légumineuses à leurs enfants et pas de la viande, quoi. Donc, c'est très compliqué. Donc, les recommandations, c'est les sociétés savantes comme la Société française de pédiatrie qui, là, vient de sortir, par exemple, ça vient d'être publié, des nouvelles recommandations sur les apports en calcium et en vitamine D pour les enfants. Donc, je crois que les sources, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les sources des sociétés savantes qui reprennent la littérature et qui connaissent les risques.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, Si on excusez-moi. a, Il y on a une avait, question intéressante de Marie-Jo. Ouais, pardon. Le microbiote est très, très à la mode. Mhm. Et on en parle dans les manuels de SVT. Et Marie-Jo posait la question de savoir si il y avait des avancées sur le lien alimentation chez l'adolescent et microbiote. Est-ce que le microbiote de l'adolescent a des spécificités? Est-ce que Bah, écoutez, à ma connaissance, inversement, il y a une plus non. grande sensibilité à Ouais. l'adolescence? Voilà. Alors, c'est une bonne question. À ma connaissance, non, parce qu'en fait, le microbiote, hein, c'est surtout pendant la première année hein, qu'il y a les plus grandes modifications du microbiote, puisque c'est avec l'introduction des premiers aliments, la diversification. Et ensuite, le microbiote est assez stable au cours de l'enfance et à l'âge adulte. Donc, je n'ai pas cette notion-là. Après, il y a plus de données sur les pathologies, par exemple. Alors, c'est montré plutôt chez l'adulte, mais on a vu il a été montré, par exemple, dans l'obésité, que les patients obèses avaient donc un microbiote différent Oui. et que ça dépendait quand même des modes alimentaires. Et que, par exemple, les patients obèses qui résistent plus à des régimes, donc ils ne perdent pas de poids après des régimes, sont les patients obèses qui ont, par exemple, une richesse bactérienne inférieure à d'autres patients obèses. Donc, il y a quand même des choses qui nous font dire que possiblement, avec l'alimentation, on peut moduler le microbiote dans certaines pathologies. Mais voilà, on en est là. C'est très, très intéressant, mais il y a encore beaucoup d'inconnus hein, dans le microbiote. Merci. il y a une demande pour savoir si en fait on peut avoir des documents pour communiquer vis-à-vis des parents. Alors, moi je sais je crois qu'il y a dans le mangerbouger.fr, le PNNS a produit un document pour les adolescents. Je ne sais pas Oui. s'il y a autre chose qui est plutôt grand public a priori. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres documents. C'est une bonne question. Donc, je connais, oui, effectivement, il y a le PNNS, mais à mon avis, c'est un petit peu vieux. Je ne suis pas sûre C'est possible. que, oui, je suis pas sûre que ça ait été renouvelé. Après, non, c'est une bonne question. Je ne connais pas ces documents-là. D'ailleurs, oui, ça me revient sur une question, excusez-moi, par rapport aux cantines. Je savais bien que je n'avais pas répondu. Par rapport aux cantines, les menus dans les cantines. Globalement, les menus dans les cantines, tout dépend des prestataires, mais le choix alimentaire est en moyenne assez équilibré. Il y a un produit carné ou du poisson, des féculents, enfin, des légumes, etc. Après, est-ce que les jeunes le consomment? C'est toujours pareil. C'est-à-dire que est-ce que les Oui. jeunes consomment ça Qu'est-ce qui est quand mangé? ils sont... Qu'est-ce Voilà. qui est mangé Qu'est-ce ou qui est ce qui est jeté à la Voilà. servi? poubelle? Ouais. Qu'est-ce qu'ils mangent réellement hein Mm. et c'est vrai donc bon donc finalement moi je pense que les jeunes qui vont à la cantine mangent mieux que s'ils vont manger un sandwich en dehors mais voilà ça c'est personnel après il y a eu beaucoup de choses par rapport aux écoles élémentaires avec les régimes végétaliens par exemple vous savez un repas végétalien dans la semaine végétarien dans la semaine etc ça c'est vrai que nous on n'est pas obligatoirement très d'accord, parce qu'il n'y a pas de raison de limiter la viande. Mais vous voyez, là, l'enjeu, il est autre. C'est plus l'environnement, Écologique. Mm. c'est plus écologique. Donc, c'est là où il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre l'environnement, l'écologie et les besoins des enfants. Et donc, s'il n'y a pas de viande à l'école, ben, il faut que ce soit rattrapé à la maison. Ça, c'est sûr. Enfin, de produits carnés. Et moi, j'ai une question qui me turlupine, parce qu'à la fin de votre présentation, vous avez dit finalement, chez l'ado, il n'y a pas de risque lié aux excès, et en particulier aux excès de glucides et de lipides. Oui. Mais alors, si je suis un parent naïf, je dis, ben, on nous rebat les oreilles avec l'épidémie d'obésité chez les enfants et chez les ados. Ouais. Donc, c'est pas lié à des excès de sucre et ou de Non. graisse? Je fais volontairement le grand naïf, hein. Oui, je sais. Non, non, l'obésité, c'est une maladie, chez l'enfant, c'est une maladie génétique en fait. C'est-à-dire que les enfants obèses qui développent des obésités très tôt dans la vie et voilà, dans l'enfance, c'est en fait un problème de régulation de la faim. Donc les enfants obèses mangent de trop, mais de tout en fait. Ils ont des apports énergétiques totaux augmentés. Mais ce n'est pas plus de glucides, ce n'est pas plus de lipides. Et en fait,
ils ont des capacités, si vous voulez, ils mangent trop parce qu'ils sont capables de stocker de l'énergie dans leur masse grasse. Et donc, ils développent l'obésité. En fait, je me résume, c'est un enfant qui n'a pas de problème de régulation de la faim. Il va peut-être manger un peu certains jours, et puis les jours d'après, il va moins manger. En fait, il va se réguler, il n'aura pas faim. Alors que les jeunes obèses, ils vont être capables de manger beaucoup tout le temps. Et donc, c'est plus un problème de régulation. L'idée, c'est que bien sûr, quand on devient obèse, c'est parce qu'on mange beaucoup par rapport à ses besoins, mais c'est parce qu'on a un problème de régulation et qu'on n'arrive pas à se réguler. Vous voyez, à écouter les sensations de faim. Je ne sais pas si je suis très claire, mais oui, voilà. Donc, dans l'obésité, c'est encore une autre une autre question. Et du coup, c'est très iconoclaste, ce discours-là. On ne l'entend pas beaucoup, je trouve, ou alors c'est moi qui suis biaisé. Non, vous avez raison, mais on le sait, mais on se bat pour que ça s'entende. En fait, ce qui est très gênant, c'est qu'on applique des choses aux enfants, on applique des principes qui concernent les adultes aux enfants. Et les gens n'entendent pas que ce qu'ils m'ont dit pour un adulte n'a rien à voir avec un enfant. Voyez, et pour un enfant. Et ça, c'est nous, on essaye de se battre et les pédiatres, c'est un tout petit monde par rapport aux médecins d'adultes. Donc, on se bat de notre spécificité, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que les parents, c'est difficile pour eux parce que leur médecin leur dit faites attention à votre cholestérol. Et puis, bon, nous, on va dire à côté non, on s'en fiche, c'est pas grave. C'est pas vrai. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est un peu ça, quoi. Ça peut être l'obésité, peut être l'occasion d'une nouvelle intervention, si vous en êtes avec plaisir, d'accord. Avec plaisir. Parce que vous l'aviez fait, oui, pour la Maison pour la Science de Paris. Il y a Catherine qui demande s'il y a un problème lié à des toxines produites par la digestion des produits laitiers, puisque c'est des choses qu'on entend effectivement. Écoutez, j'ai aucune donnée là-dessus. Et dans les recommandations là, qui viennent de sortir, ça a été publié la semaine dernière dans les archives de pédiatrie, donc c'est un consensus d'experts avec des néphrologues, des pédiatres, etc. Il n'y a absolument pas dans la littérature d'éléments d'inquiétude sur l'impact des toxines, pas du tout. D'accord. Donc ce serait plutôt des fausses informations de gens mal informés qui circulent. Après, je ne suis pas experte là-dessus, mais en tout cas, il n'y a pas de... on n'entend pas du tout parler de ça. Et puis, le problème des toxines ou par exemple, des perturbateurs endocriniens, etc., c'est quand même la quantité consommée. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment une différence entre ce que l'on va dire à l'échelle d'un petit animal comme une souris ou d'une cellule, et puis à l'échelle d'un humain. Parce qu'en fait, dans l'alimentation humaine, vous avez une association d'aliments. C'est pas juste dans les expérimentations, vous allez augmenter un aliment par rapport aux autres. Vous voyez, donc il n'y a pas cette combinaison qu'on peut voir dans l'alimentation humaine, qui est une alimentation très variée. Donc moi, je me méfie toujours de ce qui est dit sur des modèles animaux, etc., parce que on ne peut pas reproduire ça. C'est des bonnes pistes, mais c'est difficile de le reproduire chez l'homme, en fait. C'est beaucoup plus complexe. Ouais. On a une question de Jean-Louis qui te plaira sans doute aussi, Samuel. Comment les populations humaines faisaient-elles pour satisfaire leurs besoins en calcium, les besoins en calcium de leurs adolescents avant que l'élevage n'existe? Et une autre question qui est, alors c'est pas exactement la même chose, mais enfin je trouve qu'on est un peu dans le même périmètre. Donc de Dominique, quand on parlait de la nécessité de manger de la viande tous les jours pour les enfants et les ados, et il fait remarquer que la raison écologique pour limiter la viande semble pourtant pertinente, c'est vrai, et ce, indépendamment même des questions de souffrance animale. Non, mais Qu'est-ce que ça vous inspire? oui, non, mais je suis d'accord, c'est très compliqué. On entend bien. En fait, c'est la question de la consommation de la viande. Mais on parle des adolescents. Les adolescents, c'est pas toute la population mondiale quand même. Donc, on peut se dire qu'on pourrait limiter la consommation de viande quand on est adulte. Je suis pas en train de dire qu'on doit tous manger de la viande midi et soir. Je pense qu'adulte, effectivement, on n'a plus les mêmes besoins en fait.
Donc, on Oui. peut tout à fait, nous, en tant qu'adultes, réduire notre consommation de viande et être beaucoup plus vigilants. Mais dans les quelques années de l'adolescence, de ne pas être dans ce discours attention, attention à la viande parce qu'il y a besoin de couvrir les besoins. Mais jeunes adultes, c'est vrai que, enfin, je pense que les enfants, on doit leur expliquer, en fait, il faut communiquer sans leur faire peur. Vous voyez, il y a beaucoup de communication autour de la peur, de l'environnement, ça va être horrible, ça va être horrible. Donc, on fait tous très, très peur aux enfants. Je crois qu'il faut communiquer en disant que, bon, bah, la viande, c'est bien, il faut en manger raisonnablement, mais en fonction de l'âge, en fonction d'où on va en manger différemment. Vous voyez, en fait, moi, je trouve Oui. qu'il faut être modéré là-dedans. Enfin, c'est ma vision des choses. Et puis, par rapport au calcium, à la santé osseuse, je pense qu'il y a un élément, je le redis, c'est l'ensoleillement, en fait. Je pense que dans les générations d'avant, en fait, les gens étaient dehors beaucoup plus que nous. Bougeaient déjà, marchaient plus. Et la minéralisation osseuse, c'est pas que le calcium, c'est aussi par exemple l'action de la gravité sur le squelette. Donc le fait d'être debout, de marcher, de ne pas être allongé, d'être moins sédentaire, d'avoir une activité physique. Donc ça aide à la minéralisation osseuse. Vous avez le soleil grâce à la vitamine D et le calcium. Donc en fait, la santé osseuse des générations d'avant, elle était sûrement meilleure parce que on n'avait peut-être pas de lait, mais on était dehors, on bougeait et d'autres sources de calcium, vous voyez. C'est pas que le calcium, l'os, hein, c'est plein d'autres choses. Je me permets Oui, de bien sûr. compléter sur sur la différenciation du discours, parce que vous avez raison, c'est très important. Avec des collègues, on avait fait un petit calcul. En fait, les recommandations pour les adultes, c'est environ 25 kilos de viande par an. Et en France, on est aux alentours de 80, ils sont aux Oui. alentours de 120 aux États-Unis. Donc, Ouais. on voit qu'il y a une marge de progression, de réduction chez les adultes qui est considérable. Et comme vous dites, ce n'est pas les 5 ans Ouais. des adolescents qui doivent rester, peut-être, je ne sais pas combien ça fait, mais à 50 ou 60 kilos par an, qui vont avoir un impact colossal sur le changement climatique si on prend ce cas-là. Et après, il y a Surtout l'autre dans nos chose que pays, vous il y a avez. la démographie vieillissante. Voilà, en En plus. plus, ouais. Ouais. Et puis l'autre argument, c'est qu'effectivement, toutes les viandes ne se valent pas. Même la viande de bœuf, selon la façon dont elle est produite, elle va avoir un impact plus ou moins important du point de vue climatique. Mais ce serait un autre sujet à développer à part entière. Mais effectivement, ce qui est derrière tout ça, c'est quand même qu'il faut se garder des discours simplistes et prendre en compte cette différenciation en fonction de l'âge et en fonction des origines de la viande. Et évidemment, ça ne remet absolument pas en cause le fait qu'il faut réduire globalement la consommation de viande. Bien sûr. Je pense que c'est important, par exemple, effectivement, quand on est parent, de montrer aux enfants d'autres aliments, les légumineuses, etc. Mais ça s'appelle de l'éducation alimentaire, en fait. C'est finalement que, en tant qu'adulte, on fasse découvrir d'autres choses aux enfants, mais plus dans la découverte, vous voyez, pas pour limiter la viande, parce qu'ils ont besoin de viande, mais sûr, bah, tiens, on met de la viande, mais aussi on leur fait découvrir les lentilles, on leur fait découvrir les légumineuses, tout ça, vous voyez, je suis un peu, enfin, moi, je suis plutôt dans un discours modéré, et c'est pas tout gris, tout blanc, tout noir, quoi, faut être vigilant, quoi. Et il y a une question d'Isabelle justement sur cette idée de culture alimentaire qui se développe chez l'enfant, qui dit mais est-ce que d'autoriser le gras et le sucre de façon immodérée à l'adolescence, on ne prend pas le risque finalement de prendre des mauvaises habitudes alimentaires? Alors écoutez, l'adolescence, c'est quand même un moment de toute façon où les adolescents quand même vont sur des habitudes alimentaires différentes de celles de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils vont être sur des habitudes alimentaires différentes, ils vont être sur des opinions politiques différentes, ils vont être sur... vous voyez, en fait, l'adolescence fait partie de ce moment où on se met en rupture par rapport à son milieu familial. Donc, mais encore une fois, c'est quelques années qui sont nécessaires pour former sa personnalité. Donc, si toute la petite enfance jusqu'à l'adolescence,
là, il y a eu des habitudes alimentaires qui ont été tout à fait adaptées. Bah, ce n'est pas parce que pendant l'adolescence, l'enfant va faire des choix, va essayer de provoquer, va essayer de... que en fait, ça va être comme ça pour toute sa vie. En fait, les choix alimentaires évoluent au cours du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, chez l'enfant, on dit bien aux parents, ce n'est pas parce que votre enfant n'aime pas les carottes à 5 ans qu'il ne les aimera pas à 10 ans. Donc, il faut continuer, par exemple, à proposer des aliments, etc. Et donc, c'est pas parce que pendant 5 ans, l'enfant va manger, je sais pas, des nuggets, c'est pendant l'adolescence des nuggets, c'est des fast-food parce que ses parents n'en mangent pas et qu'il est avec ses amis, avec ses pères, il mange ça, qu'il va manger ça toute sa vie. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'études longitudinales qui le montrent, hein, c'est une hypothèse, c'est mon opinion. Mais Il parce y a un que facteur social très fort, en il y a un fait. facteur social, oui, en plus. Mais là, vous voyez, le facteur social, vous êtes encore dans l'environnement finalement familial, c'est-à-dire les modes de vie. Et donc, mais c'est pas, c'est une éducation qui est sur toute la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste à l'adolescence. Donc, enfin voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je ne pense pas. De toute façon, les adolescents vont par eux-mêmes faire leurs propres expériences. Donc même si vous dites en tant qu'adulte, c'est pas bien le gras et le sucre, ils s'en fichent un peu. Hein. S'ils ont envie de prendre du gras et du sucre avec leurs amis, ils le feront. Donc voilà. Après, c'est tout ce qu'on va donner. Alors, chez l'enfant, il n'y a pas du tout de lien, par exemple, avec sucre et gras avec l'obésité. Donc, je vous l'ai dit, avec le diabète, etc. Hein. Tout ça, c'est des peurs qui sont véhiculées par tout le monde, mais il n'y a aucune étude qui le montre. C'est encore un exemple de on applique à l'enfant des choses qu'on voit chez l'adulte. C'est un peu différent. Merci, c'est vrai qu'on y fera très attention dans nos Je sais prochains que manuels, parce que pour le coup, oui, je sais. oui, je n'avais pas fait cette distinction. Discours pour les adultes, discours pour les enfants. J'ai des enfants qui, je pense, sont le Manuel Belin au collège. Et donc, je regarde, c'est vrai que des fois, les poils me hérissent. Je me dis, oh, il y a des choses très bien, mais c'est vrai, quand il s'agit d'alimentation, je vous donne mon avis, c'est vrai que, bon, mais disons qu'il faut Après, dire. c'est l'alimentation, mais je n'ai pas le programme Ouais, exactement en tête sur le ouais. cycle 4, je ne sais pas si tu l'as, mais est-ce qu'on parle vraiment spécifiquement de l'alimentation des ados ou non? Non, Il y a une c'est la ambiguïté. nutrition qui est demandée. C'est la nutrition C'est la humaine qui est nutrition du. au sens Ouais. photo. Donc, en fait, nous, on n'a pas fait de distinction. Qu'est-ce qu'il faut Non. pour les adultes, qu'est-ce qu'il faut pour les enfants? Et du coup, il y a une espèce de flou Oui. très Peut-être net. que, oui, peut-être que voilà, c'est là où il y a un petit levier de se dire, de bien préciser que c'est pour l'adulte, en fait, pour la population générale des adultes, et que chez l'enfant, c'est un peu différent. Oui, c'est un message important à faire passer. Ouais, ouais. J'avais une question aussi. J'ai entendu dire qu'on avait un enzyme ou une enzyme pour digérer le lait quand on était tout petit et qu'après, en grandissant, on le perdait. Je voulais savoir si c'était vrai et si, à partir de quel âge, en fait, on perdait cette enzyme. Parce que j'avais l'impression que beaucoup de régimes anti-lait animal se basaient aussi sur cette absorption, enfin cette capacité-là qu'on perdrait avec l'âge. Alors, je pense que vous parlez de la lactase, la lactase, c'est l'enzyme qui permet la digestion du lactose, le lactose étant le sucre du lait, en fait. Et effectivement, donc elle est au niveau des entérocytes, hein, des cellules intestinales, cette lactase. Et sa production varie au cours du temps et en fait est dépendante aussi de la consommation de lait. C'est-à-dire que plus vous allez consommer du lait liquide, et plus en fait vous allez produire de lactase. Et donc, si à des périodes de la vie, on réduit la quantité de lait liquide et qu'on remplace par d'autres produits laitiers comme les yaourts, par exemple, la production de lactase va diminuer parce qu'il y a moins de lactose. En fait, je m'explique, c'est-à-dire que dans le lait fermenté, comme le yaourt, etc., en fait, comme il y a la fermentation, le lactose disparaît. Donc, ça reste des produits laitiers, mais il y a moins de lactose. Donc, moins de production de lactase. Et donc,
si on a moins de production de lactase, dès qu'on va reconsommer du lait liquide, il y a une maldigestion effectivement du lactose et ça donne des douleurs abdominales, enfin, voilà, des troubles digestifs. Donc, ça, c'est vrai, ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont allergiques au lait. En fait, ils ont juste une intolérance au lactose. Mais, mais en fait, le message qu'il faut passer, c'est que vous êtes intolérant au lait liquide, d'accord, mais vous n'êtes pas allergique au lait. Donc, vous pouvez prendre du lait, mais sous une autre forme, comme par exemple les yaourts, le fromage, parce qu'il y a moins de lactose dedans. Vous le supporterez mieux. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de confusion entre intolérance au lactose, allergie aux protéines de lait. Bon, c'est notre quotidien, hein. C'est encore autre chose, là. Ouais. C'est très fréquent. Caroline, on prend une dernière question. Oui. C'est le histoire 4. Sylviane qui écrit je reviens quand même sur le problème des enfants quand ils sont jeunes. Ouais, la question n'est pas. Attends, En fait, l'apport énergétique n'induit pas de surpoids. Pourquoi y a-t-il une augmentation alors? Ouais, j'ai l'impression que quelque chose qui n'est pas clair. Ouais. Mais ce que vous avez dit, oui. c'est que s'il y a un apport énergétique, c'est un problème d'apport alimentaire et énergétique global. C'est pas un problème d'excès de sucre ou de lipides ou de je ne sais trop quoi. Il y a une augmentation de l'apport énergétique global qui se traduit par une augmentation de la prévalence de l'obésité. C'est un peu ça. Oui, en fait, l'obésité, c'est un excès de masse grasse dans le corps. Voilà. Et donc, dans la masse grasse, vous avez principalement des lipides, en fait, des triglycérides. Donc, quand on mange la quantité suffisante, quand on est enfant, hein, encore une fois, le métabolisme des adultes, le métabolisme des enfants est différent. Mais un enfant, lorsqu'il mange au niveau énergétique l'énergie dont il a besoin pour son métabolisme, eh bien, il y a très peu d'énergie qui va être stockée sous forme de masse grasse. Enfin, juste ce qu'il faut, c'est-à-dire à peu près, on a 15%, en théorie, 15% de masse grasse à peu près dans le corps. Donc ça, c'est l'enfant qui va manger exactement ce dont il a besoin et il va stocker juste ce dont il a besoin. Les enfants qui sont obèses développent un excès de masse grasse de façon prolongée, puisque en fait, ils vont avoir un excès de jusqu'à 30-40% de masse grasse, mais sur plusieurs années. Donc, ça veut dire qu'ils sont en excès calorique de façon très, très prolongée. Calorique globale, en fait, énergétique. Alors, on est d'accord que l'énergie, elle vient principalement des glucides et des lipides. Donc, ils mangent bien sûr plus de gras et plus de sucre, mais c'est logique puisque c'est ça qui apporte le plus de calories. Donc, en fait, le problème, c'est plus l'excès calorique global qui va être bien sûr glucidique, lipidique par définition, qui va être responsable de l'obésité. Et donc, ça, c'est la conséquence d'un problème de régulation de ces prises alimentaires. Ce sont des enfants qui vont être capables de beaucoup manger, de développer cette masse grasse, parce que normalement, quand on développe trop de masse grasse, on a un système de régulation de la faim qui fait qu'on doit revenir à son poids antérieur. Là aussi, ça peut faire un autre cours, hein. La régulation du poids, c'est aussi quelque chose de vraiment passionnant et qui marche très bien chez les enfants et qui marche moins bien chez les adultes. Sylviane pose la question, du coup, pourquoi il y a cette augmentation de l'obésité ces 20 dernières années? Est-ce qu'il y a une espèce de carence des facteurs de société, de satiété, pardon, si j'ose dire? Alors, déjà... Ou alors est-ce que c'est des facteurs, encore une fois, sociologiques, c'est-à-dire que dans des conditions de précarité, de pauvreté, il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu que la pure physiologie. J'ai rempli, mes apports sont comblés, j'ai un signal de satiété. Ouais. Alors, déjà, il y a une fausse idée qui est que la prévalence de l'obésité chez l'enfant augmente depuis 20 ans. En fait, ça s'est stabilisé depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça a beaucoup augmenté dans les années 90. C'est-à-dire 90, 2000, 2010, enfin même, oui, c'est ça, les années 90, il y a eu vraiment une augmentation très forte de la prévalence de l'obésité qui correspond probablement au changement d'environnement, je parle en France, hein, donc au changement de société avec changement de l'environnement, des modes de vie, etc. Donc là, on a eu une augmentation de la prévalence de l'obésité, ça c'est vrai. Et puis là maintenant, c'est globalement stabilisé chez l'enfant. On est aux alentours de à peu près 20%, 20-25% d'enfants en excès de poids.
mais l'obésité à proprement parler, parce qu'il y a des définitions, l'obésité à proprement parler, c'est aux alentours de 5%. Et ça, c'est très stable depuis plusieurs années. Donc, pourquoi dans les années 90, il y a eu cette augmentation de la prévalence? Eh bien, on pense que là, pour le coup, il y a toujours eu des enfants obèses, mais on pense que dans les années où on a vu la modification cette augmentation de la prévalence, c'était lié en fait à des modifications de l'environnement, très probablement, et donc qui ont fait que les enfants un peu prédisposés à prendre du poids ont vraiment révélé cette prédisposition parce que l'environnement avait changé. Je ne sais pas si je me fais clair. Parce que ça a été en Europe. On a observé exactement la même chose dans les pays émergents dans les années 2000, en fait. 2000, au Brésil, en Chine, avec la transition économique, ce qu'on appelle. C'est-à-dire avec la transition économique, ou en Inde, vous voyez, par exemple, en Inde, on voit une augmentation de la prévalence de l'obésité dans les populations aisées qui ont un mode de vie différent et avec toujours autant de dénutris dans les castes les moins favorisés. Vous voyez, donc, c'est vraiment le changement de mode de vie qui fait que les gens se révèlent cette prédisposition à l'obésité. Voilà. Si, c'est clair. L'obésité, c'est passionnant aussi, mais voilà, je peux parler pendant des heures. Oui. Ça nous donne un bon sujet pour la prochaine fois. Très bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci aussi à toutes et à tous pour vos questions, pour vos échanges, vos partages. Je vous enverrai demain le replay. Il y aura aussi des ressources avec le replay. Voilà, les prochains rendez-vous, c'est donc le 13 avril avec Gilles Pison et le 21 avril avec Marc-André Sellos. Voilà, donc à très vite pour des prochains mercredis des sciences et merci encore pour votre participation. Merci Caroline. Alors attention, le 21 avril, c'est un mercredi des sciences qui est un jeudi. Et par ailleurs, il y avait des questions sur le diaporama. Alors, déjà, tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire vont recevoir le podcast le replay de la conférence. Je ne me trompe pas, Caroline? Oui, tout à fait. Donc, ils auront accès au diaporama via la présentation de Béatrice. Et le diaporama, il est proposé comme bonus à celles et ceux d'entre vous, on espère nombreuses et nombreux, qui sont utilisateurs des manuels Belin, c'est-à-dire qu'on les proposera comme actualité. Voilà. Il y aura le diaporama de Béatrice et sans doute une ou deux ressources scientifiques supplémentaires. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes. Merci. Et Béatrice pour cet exposé passionnant. Merci beaucoup. Merci. On donne des billes pour les prochains manuels. Voilà. Il y a des choses très bien. Il y a aussi des choses très bien. Mon fils a fait j'ai un fils en 5e, c'est pour ça. Donc je suis très attentive et il a fait toute la physiologie intestinale. J'ai trouvé ça très très bien fait. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bon. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir.